Bonne année et meilleurs vœux à tous. Une nouvelle année 2023, une année totalement électorale. Le président de la République l'a si bien dit, Grammy Clégon. Je vous présente Débat pour la Nation sous un format très spécial. Je reçois un panafricaniste des renom, des grandes notoriétés, tellement très intelligent, Norbert Yamba Yamba Choukou, cadre au niveau de l'UDPS. Avec lui, nous allons parler du développement de l'Afrique en général et précisément de la République démocratique du Congo qui est notre pays. Vous êtes sans ignorer, le Burkina Faso demande la fermeture de l'ambassade de la France, la guerre d'influence ici en Afrique. Il y a les blocs sino-russes et les blocs occidentaux. Les blocs sino-russes est accompagné également avec l'Iran, compte tenu de son armement nucléaire. Nous allons parler de ça. Si l'Afrique doit passer d'un partenaire à un autre, bien l'Afrique doit évoluer en cavalier solitaire pratiquement. Nous allons parler de tout ça, les développements du Congo. Vous savez très bien, il est également expert au niveau de la territoriale. Les projets de développement, soit les programmes de développement 145 territoires, les présidents insistent là-dessus et comme bouclier pour le développement même des CPI. Mais jusqu'à présent, apparemment, ceux qui sont censés d'accompagner le président de la République ne sont pas conscients de ça. Vous avez suivi les présidents au niveau des Kassai, les présidents déploraient ce qui se passe. Si le président n'est pas là, les travaux ne évoluent pas. On parlerait déjà des détournements des deniers publics, beaucoup de choses. On va épiloguer sur ça pendant, je pense, 1h30 avec le professeur Norbert Yamba Yamba, expert dans des questions liées au développement. Norbert Yamba Yamba, cadre de l'UDPS, panafricaniste. Alors, toutes ces étiquettes, ça vous arrange ou bien c'est un peu de trop? Quel message que vous tenez légué aux enfants, aux subalternes, aux successeurs, quand ils écoutent que non, vous êtes panafricaniste, expert, professeur, tous ces qualificatifs, c'est pour faire peur aux gens ou bien c'est un message à donner aux gens qui pourraient venir après votre génération? Bonne année déjà. Merci Gamik, bonne année. Je voudrais profiter de cette première émission. Exactement, c'est la première émission. Pour présenter mes vœux le meilleur, particulièrement au président de la République. Ah, exactement. Nous présentons également nos vœux le meilleur. Chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, qui n'a ménagé aucun effort pour que pendant l'année 2022 s'investisse comme pratiquement robot, de manière à travailler dur, pour que le Congo retrouve sa paix, le Congo retrouve son pain, le Congo retrouve sa belle robe. Monsieur le Président, l'histoire et les générations futures resteront reconnaissantes. Il faut continuer à persévérer sur ce chemin. Je voudrais présenter également tous vos téléspectateurs, ma famille, etc. Et que je pense que l'année 2023 nous apportera ce que nous n'avons pas pu obtenir en 2022. Que mon secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, à travers ce propos, mes voeux le meilleur, le bonheur, de longévité, et que maintenant, comme un seul homme, nous pouvons relever le défi pour promotionner notre parti qui visiblement a suscité beaucoup d'espérance. Alors, à la question... quand vous portez tous ces titres, c'est quel message que vous voudriez léguer aux enfants, aux générations futures? Je n'aime pas les titres. Et souvent, quand je suis avec vous, je n'ai jamais accepté des présentations au titre. Je n'aime pas les qualificatifs. Les étiquettes sont restées étiquettes dans notre pays. Beaucoup ont porté des étiquettes respectables, qui font une sorte de présomption de connaissance, de savoir immense. Malheureusement, on n'a pas suffisamment de résultats. Et j'ai refusé les titres, j'ai refusé les qualificatifs. Mais néanmoins, parce que nous sommes au Congo, dans un pays en situation... Mais ça pourrait booster des enfants en disant que je veux devenir comme Norbert Yamba Yamba. J'aime bien être... vous étudiez également? Être d'abord cadre de l'UDPS, parce que j'ai commencé depuis mon enfance. Mais plus, je suis panafricaniste. Panafricaniste parce que je crois à l'Afrique unique.
À l'Afrique unique, c'est-à-dire? C'est-à-dire que l'Afrique, dans son essence naturelle, originelle, a été une. Ah, d'accord. Et indivisible. Et actuellement, c'est divisé, l'Afrique est divisée. Et les Occidentaux se sont organisés à Berlin sur base d'une carte mal dessinée. Pour saucissonner l'Afrique. Personnes qui n'ont jamais été en Afrique pour saucissonner l'Afrique. On est parti d'un pays. Et quelle était la motivation, l'intérêt pour les Occidentaux de La motivation pour les Occidentaux, c'est que ils sont là. L'Afrique, c'est un terrain de prédilection où même des graines pourries peuvent bien germer. Il faut donc diviser l'Afrique pour que chacun ait une portion, une partie qui devient véritablement son magasin, sa boutique. Raison pour laquelle, vous avez vu, ils étaient là, ils se sont organisés, tel va occuper le Congo-Brazza, tel va occuper le Congo, tel va occuper l'Angola, etc. Et donc les Occidentaux se sont répartis et ils ont des boutiques. Aujourd'hui, avec la transition énergétique, ils continuent naturellement à chercher comment davantage diviser l'Afrique. C'est comme ça que des pays comme le Congo-Kinshasa, le Nigeria, le Mali, le Sénégal, beaucoup d'autres pays, Centrafrique, il faut que ces pays soient divisés davantage. Le Congo est dans le collimateur. Oh, le Congo est également dans le collimateur. Oui, mais les guerres que vous voyez... Après les Mali, les Burkina Faso... Il en faut 4 et 5 États. Vous voyez comment certains de roitelets vont naître dans chaque espace. Et regardez, même quand les gens du Congo central, certains sont à l'extérieur, manipulés bien entendu à Soua. Au Kivu, on a même fait des drapeaux, au Katanga, on ne parlait pas, etc. Donc la tendance, c'est de manipuler, de robotiser dans tous ces gens-là pour que finalement ces espaces deviennent autonomes. De manière que le Congo est trop stratégique, il y a du gaz, il y a de l'eau, il y a du cobalt, il y a du lithium, il y a du coltan, etc. À ce moment-là, chaque puissance d'argent occupera un espace et il va opérer à sa manière. C'est cela. Donc, ils ne veulent pas entendre parler des panafricanistes, etc. Parce que la tendance pour les panafricanistes, c'est de dire qu'en fait, il faut qu'on soit un seul pays, il faut qu'on soit un État fédéral, compagnie. Ça, c'est le combat qui a été mené par des gens comme Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, tous ces gens-là, Amilcar Cabral, Nyerere, Tanzanien, etc. Les Indiens, Kenen Kaunda, tous ces gens-là se sont bâtis naturellement pour que l'Afrique soit restructurée, l'Afrique soit ressoudée, l'Afrique construise sa synergie. Mais écoutez, ça n'a jamais été entendu. Vous avez suivi il n'y a pas longtemps, donc en 2011, si je m'abuse, ou 2012, on a tué le colonel Kadhafi, qui aurait souhaité qu'il y ait un État fédéral d'Afrique, qui ait un fonds monétaire africain, qui ait une banque d'investissement en Afrique, qui ait des satellites, télédétection pour l'Afrique, etc., financés. Vous imaginez que, bon, le Fonds monétaire international, dans son intervention en Afrique, représente un capital de 25 milliards. Mais le colonel Kadhafi lui-même a proposé 30 milliards. Et lorsque vous prenez le Nigeria, vous prenez la Banque africaine, compagnie, etc. Donc, on arrivait dans la proportion de 42 milliards. Donc, ce qui pousse l'Afrique à construire son autonomie, à construire son leadership, ce qui ne peut pas être accepté. Donc, panafricaniste, je dis que chaque État jouant individuellement et jouant en solo, faisant cavalier seul, ne peut pas s'en sortir. Et donc, il faut construire des interactions dynamiques entre les différents États africains, construire un système de mutualisation des efforts, à une répartition des rôles, dans une approche davantage comparative, que l'on puisse véritablement avoir une nation puissante. Cette nation qui a existé à l'époque d'Égypte antique, 35 siècles avant l'ère chrétienne, avant la naissance de Jésus-Christ, cette nation qui a été démolie et qui a fait un combat pendant 1000 ans, cette nation-là doit renaître. Parce qu'à l'époque, on était première puissance militaire, première puissance économique, première puissance culturelle, première puissance, j'allais dire, politique, compagnie, etc. Donc, on a besoin
n'est-ce pas, de revenir ce qu'on a été. Ouais. Voilà. La question que j'aimerais vous poser, c'est vent qui souffle au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Selon une bonne opinion, elle pense que la jeunesse, la nouvelle génération africaine s'est réveillée. Vous pensez d'autant que la nouvelle génération africaine s'est réveillée et cette génération ne veut plus des dictats, ne veut plus de l'imposition, ne veut plus des commandes de la part de l'Occident, ou bien vous pensez autrement? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest? Il y a un éveil presque généralisé des panafricains à travers l'Afrique. Même le monde, parce qu'il y a même des afro-descendants qui ont été pas importés aux États-Unis. Les États-Unis comme dans les Caraïbes, etc. Je salue la mémoire de Philippe Omotunde Nusere Kalala, qui est un Guadeloupéen, caribéen, qui venait de mourir, un savant incommensurable, qui a apporté beaucoup dans la dynamique de la restauration de l'homme noir. Il venait de mourir, semble-t-il, empoisonné. Mais écoute, il a rejoint le village des ancêtres, il devient un ancêtre méritant, il devient une divinité consacrée, etc. Et nous pensons qu'il va nous inspirer davantage pour que nous puissions aider nos pays, et notre communauté d'avancer. Oui. Cependant, certainement qu'on observe un vent qui souffle à l'Afrique. On a tellement caché des choses que, bon, les Africains... On avait caché des choses. Oui. Quelles sont ces choses? Oui, mais écoutez, vous savez pourquoi nous sommes devenus les dindons de la farce? Nous sommes devenus dindons de la farce à cause de trois éléments importants. Il y a d'abord la religion. La religion. L'éducation. L'éducation. Et les systèmes politiques. Les systèmes politiques. La religion. La religion, simplement parce que nous... avant la traite négrière, avant l'esclavage, nous avons vécu puissamment dans notre société. L'Afrique avait inventé la biochimie, la physique, l'astrophysique, l'astronomie, la philosophie, l'écriture et compagnie, etc. L'Égypte antique, à l'époque. L'Égypte antique, bien entendu. Et nous, on avait nos dieux. Ouais. Nous, on priait Dieu. C'est comme ça que vous voyez chez nous, Nzankomba. Vous voyez chez nous, Nzambi Mukulu. Vidi Mukulu, pardon. Nzambi Mpungu, Nzambi Tolendo. Ce sont des noms de Dieu dans chaque communauté, etc. Voilà. Il y a un lien entre la spiritualité et le développement, ou bien le développement reste scientifique et intellectuel? La spiritualité, elle est même scientifique. La spiritualité scientifique. Elle est scientifique. La religion, c'est une question de croyance. Et la croyance bloque le raisonnement. Il y a une nuance à faire entre la religion et la spiritualité. Oui, la religion, c'est une affaire humaine. Ah, d'accord. C'est-à-dire... Dis-moi, nous nous mettons ensemble pour dire qu'il y a un être suprême, nous devons croire à lui. D'accord. Mais nous n'avons aucune preuve. N'est-ce pas? Nous croyons. Nous croyons. La foi. Voilà, c'est la foi. Et nous mettons notre organisation. C'est comme ça que vous allez voir, la religion catholique a une date de création. Exactement. Les protestantes, les musulmans, les bouddhistes et compagnie, etc. Donc, il y a une histoire dans la création. Ce n'est pas Dieu qui est venu de manière surnaturelle pour créer, non. Et la spiritualité? La spiritualité, c'est naturel. C'est l'esprit de Dieu incarné dans le corps humain. Dieu, qui est le créateur, a donné son esprit, une partie de son esprit à chaque créature. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors, quel est l'idée? Excusez, maintenant, c'est naturel. Et ça va de génération en génération. C'est comme ça que lorsque vous êtes, c'est pas au village, dans une nature naturelle, on va vous dire que quand vous prenez ces feuilles d'arbres, vous pouvez faire une toiture. Exactement. Comment ils ont aussi? Quelle était la recherche qui a été menée? Ce n'est pas par expérience, les faits... Ah, c'est ça la science, c'est ça la spiritualité. Cette lucidité de comprendre que le noix de palme peut nous donner l'huile et que l'huile peut servir de préparation, n'est-ce pas, des aliments, etc. Cette lucidité-là, cet esprit-là, vous êtes illuminé par l'esprit de Dieu. Et c'est ça la spiritualité. Ah, c'est ça la spiritualité. Et la spiritualité vient du mot esprit. Et cet esprit se consolide autour des valeurs. Et des valeurs
qui entre dans la culture. Et ça se transmet de génération en génération. Donc, la spiritualité est naturelle, tandis que la religion est humaine. Vous voyez? Et donc, il y a une différence entre la religion et la spiritualité. La spiritualité, elle est naturelle, c'est la lucidité. Regardez combien nous avons de religieux. Regardez le nombre de pasteurs. Regardez le nombre de diacres. Regardez le nombre d'évêques. Mais regardez la situation. Même pas une chaise qu'on a créée. Comment pouvez-vous imaginer? Vous avez des hommes et des femmes qui vous disent que j'ai vu, j'ai parlé avec Dieu, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Mais alors, regardez la pauvreté. Ouais. Mais prof, comment expliquer que l'Afrique, en vous entendre parler, tout est parti de l'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité, l'origine de tout, même des découvertes, des inventions, etc. Mais comment expliquer qu'au stade actuel, l'Afrique reste apparemment les derniers, ou soit la dernière? Nous sommes dans un système de rotation. Hier, c'était l'Afrique. Ah, d'accord. Et l'Afrique. C'est naturel, vous pensez? Oui, mais écoutez, maintenant, l'Occident est en train la puissance est en train de le localiser vers l'Asie. Et beaucoup... Là, ce n'est pas une excuse. Non, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse, mais en fait, c'est comme ça que, vous voyez, les Américains refusent la délocalisation de la puissance. Exactement. Ils se battent mordicus. Mais nous avons connu 1000 ans de guerre. Avec les Babyloniens, les Assumériens, etc. On a cru qu'on a gagné l'Afrique le même jour. Non, il y avait une guerre. Et on a combattu les ennemis pendant 1000 ans. Mais l'ennemi nous a pratiquement neutralisés en utilisant la religion comme étant un venin qui vient pratiquement nous fragiliser, nous déstabiliser. Est-ce pas que l'Africain est devenu paresseux? L'Africain ne veut plus apprendre, l'Africain est dans la distraction, les divertissements, l'ambiance, les terre à terre. Est-ce que la responsabilité ne revient pas à l'Africain lui-même et qui ne se voit plus en compétition dans le monde? C'est vrai, hein, surtout la situation actuelle, tu vois comment les gens sont emportés par des choses invraisemblables, inutilement inutiles. Tu vois, on est de lundi à dimanche à l'église, on va aller prier, de lundi à dimanche dans les boîtes de nuit, dans les terrasses pour prendre la boisson, dans les endroits de musique, etc. Et donc, la réflexion a laissé place, n'est-ce pas, à des choses inutiles. Mais excusez. Alors, maintenant que la religion nous a neutralisés, il faut également comprendre que l'éducation, le système éducatif est venu nous assiéger. Le système éducatif, nous avons connu un système éducatif avec nos ancêtres. Un jeune homme qui naît, 7 ans après, il est initié en forêt, donc il donne des enseignements. Vous répétez un peu, nos ancêtres avaient leur système éducatif. Ils avaient leur système éducatif. Qui était comment? Écoutez, l'éducation, ça veut dire quoi? L'éducation, ce sont des enseignements que l'on donne à un enfant pour qu'il s'adapte dans sa société et qu'il travaille comme acteur principal du développement de cette entité. Donc, la société est considérée comme un don de Dieu, où l'homme doit humaniser, l'homme doit modeler. Et l'homme, pour la modeler, a besoin d'une éducation, a besoin des enseignements. Exactement. Et chaque société a des traditions, chaque société a des valeurs, des rites, chaque société... Voilà. Et donc, ces traditions doivent continuer de génération en génération. Mais nous avons connu à un moment donné où les gens sont venus d'ailleurs, au lieu que nous, on puisse transformer notre société en fonction des traditions qui ont été les nôtres, parce que nous avons construit des pirogues, c'est pas, pour pêcher le poisson. C'est le génie propre, c'est notre génie. On a produit vraiment le feu même à l'époque. On a produit le feu. Nous avions de forgeron, la métallurgie. Ça, mais on n'a pas continué. L'homme qui est venu, il a dit, tout ce que vous avez, ça c'est du diable. Et on nous a dessiné des personnes. Il y a une personne blanche, avec des barbes blanches, qui s'appelle Dieu, et une personne noire avec des cornes qui s'appelle diable. Et il est noir. Et donc, ils nous disent par rapport à leur religion que tous ceux qui y ont des coutumes, des valeurs traditionnelles, ils vont mourir, ils vont terminer dans l'enfer. Ils vont terminer dans l'enfer.
Et que le paradis, vous allez regarder même les images, etc., ce sont les blancs, les petits blancs, etc., tout ça. Et nous avons considéré que tout ce que nous avons eu comme patrimoine de nos ancêtres, qui s'est transmis de génération en génération, était essentiellement diabolique, satanique, et que cela ne pouvait pas nous servir à quoi que ce soit. Or, quand vous êtes chez nous, vous avez par exemple, chez les gens de la province orientale, chez les Topoké, ils ont un liquide, et quand on t'inoquille dans les yeux, tu es capable de voir des 1000 kilomètres. Sérieux, ça? Ils ont aussi des feuilles, quand on t'inocule, tu es capable de voir même ton frère en distance. C'est vrai. Tu vois? Et ils ont une sorte de cloche. Même s'il y a la guerre, quand on sonne, tout le monde, on donne un message, même un village à 100 km. En fait, excusez, tout ça, c'est quoi? Tout ça, ça suppose qu'avec l'aide d'un tel outil de communication, on peut fabriquer un téléphone. Exactement. Les Blancs ont fabriqué un téléphone. Exactement. Avec un tel outil où on peut voir en 2000 km, ils ont fabriqué des satellites. Donc nous, on continue à opérer la nuit, on a peur, on ne peut rien faire. Et nos universités apprennent les choses que les autres veulent que nous apprenions. Exactement. Parce que nous, on aurait pu apprendre, parce que nous avons nos propres traditions, nous avons nos propres valeurs. Et c'est ça, c'est la difficulté. Et donc, tant qu'on aura suivi le système éducatif actuel, donc nous sommes coupés, nous sommes déracinés, nous n'avons aucun particularisme et jamais on peut s'envoler, jamais on peut se développer, sinon on n'a pas de particularité, on n'a pas de spécificité. Mais même, vous étant expert dans ces questions, je vous suis trop à la télé, vous parlez également de la spiritualité, mais la question que j'aimerais vous poser, parce qu'il y a une sorte de peur et une sorte de phobie qu'on a inculquée dans les têtes des Africains en général, l'enfer et le paradis. Vous pensez également qu'il y a ces deux blocs, il y a l'enfer, il y a les paradis. Est-ce que l'enfer existe d'abord? Bon, écoutez... c'est vrai que ce n'est pas une émission de spiritualité, mais c'est une question qui vient en tête. Je ne suis pas spiritualiste, mais je fais de la recherche. Exactement. L'enfer existe vraiment? Certainement qu'en Égypte antique, il y avait des légendes. Il y avait des légendes. Qui parlaient véritablement de l'enfer. Ah, d'accord. Et qui visiblement faisaient peur aux enfants, etc., aux hommes et aux femmes qui devraient faire les choses contraires par rapport à la société. Et c'est vrai que même lorsqu'on meurt, parce qu'il y a des gens qui reviennent plusieurs fois dans cette société humaine, mais il y a aussi des gens qui ne reviennent pas à cause de leur... En fait, vous certifiez que les gens reviennent après leur mort? Oui, la réincarnation. Ça existe? Mais ça existe. Mais comment? Vous voyez, il y a un village des ancêtres, il y a un monde invisible, un monde métaphysique. Le monde physique est la source d'inspiration, est inspiré du monde métaphysique. Et pour que le monde existe, il faut qu'il y ait une connexion entre la métaphysique et la physique. Le grand problème, c'est que l'Occident vit avec la métaphysique. Il est dans la physique. C'est vrai. Mais nous, on vit simplement avec la physique, on ne vit pas avec la métaphysique parce qu'il n'y a pas de connexion avec nos ancêtres. Il y a rupture. Or, c'est le monde métaphysique qui inspire les hommes à devenir des savants, etc. Comment on peut construire un avion de 50 tonnes, etc. Comment on peut arriver à avoir des fusées qui vont jusqu'à 200 millions de kilomètres à l'espace? Oui, donc, comment on peut aujourd'hui prendre l'avion et aller et atterrir sur la ligne? On n'entre pas où? Tu vois, comment on peut prendre le fusil et atterrir sur la planète Mars? On n'entre pas où? On vit comment pendant ça? Voilà. Donc, tout ça, c'est la métaphysique. C'est comme ça que vous voyez aux États-Unis, il y a tous ces grands milliardaires connus, etc., qui sont en connexion avec... parce qu'il y a des initiations par rapport à leur système éducatif. Ils prennent, par exemple, 7 jours de festival. Ça s'est fait dernièrement à Nevada, 7 jours, Anthony d'Adam, etc. Sérieux, ça? Ils évoquent leurs ancêtres et compagnie, etc. L'idée, c'est qu'ils puissent avoir la puissance de dominer le monde. Ils demandent l'intelligence pour dominer le monde. Je voudrais terminer. Lorsque, toujours aux États-Unis, à l'époque de Truman, dans les années 40,
Truman, non, Eisenhower, pardon, Eisenhower. Et Eisenhower avait reçu une femme de la royauté espagnole. Et elle a été logée à la Maison Blanche. Et elle a pu dormir dans l'ancienne chambre d'Abraham Lincoln, qui est devenu le père inspirateur. Exactement. Il est dans le village des ancêtres américains. Mais il a une puissance telle qu'il inspire les Américains aujourd'hui. C'est le meilleur président qui a existé aux États-Unis. Mais qu'est-ce que cette dame a vu la nuit? C'est Lincoln qui arrive. Et Abraham Lincoln, parle avec cette dame. La femme a trembloté. Le matin, lors du déjeuner, le président était avec sa femme. Et puis bon, Lincoln, la femme commence à raconter ce qu'elle a vu la nuit. Elle a trembloté, elle n'a pas dormi. Au lieu que le président et sa femme puissent s'étonner, il dit non, madame, il ne faut pas considérer ça comme quelque chose d'étrange. Cet homme-là vient de temps en temps, il est souvent agité parce que l'Amérique a des difficultés, compagnie, etc. Et donc tu as la chance de le rencontrer. Donc ce n'est pas un problème pour toi. Vous voyez, donc c'est que très clairement, ils savent que les morts ne sont pas morts. Comment ils nous disent dans la Bible que les morts sont morts? Au moment où, vous voyez, ceux qui ont amené la Bible ici, ils prient Marie. Marie n'est pas vivante. Pourquoi on prie Marie? Pourquoi on parle d'Abraham? Pourquoi on parle Dieu d'Abraham? Pourquoi Dieu de Moïse? Pourquoi tout ça? Mais ils ne sont plus vivants. Ce sont les ancêtres. Je me suis sur vous. C'est très important. Et c'est pédagogique. Exactement. Donc nous aussi, nous avons nos hommes et nos femmes qui, visiblement, vivront dans l'éternité, ont posé des actes bien. Parce que ceux qui posent des actes à contrôler, ceux qui jalousent les gens, ceux qui parlent mal des gens, ceux qui tuent les gens, ceux qui volent, etc. Tout ça a une répercussion. C'est ça ce qu'on appelle l'enfer. Ça veut dire en fait... Ah d'accord. Oui. Il y a un ghetto réservé pour ces gens. Lorsqu'ils meurent. Des méchants. Oui. Et quand vous avez été bon, vous avez servi les gens, vous avez travaillé pour l'intérêt général, etc. Donc vous êtes reçu dans le village des ancêtres comme un ancêtre divisé, un ancêtre méritant qui a une relation directe avec... Il y a beaucoup de questions en tout cas qui me passent ici dans ma tête, mais je ne sais pas avec les temps si je pourrais en tout cas poser toutes ces questions. Quand vous parlez de la métaphysique, est-ce qu'il y a, si je pourrais dire, une sorte de frontière entre la magie et la métaphysique? Parce que quand vous dites ces choses, il y a des gens qui nous suivent qui sont tellement trop chrétiens, ils pensent que vous parlez de la magie, la sorcellerie. Est-ce qu'il y a une délimitation entre la magie et la métaphysique? Ça, ce sont des choses magiques, ça, ce sont des concepts. C'est ce qu'on appelle la diplomatie des vocabulaires. Ah, d'accord. Ça s'appelle une innovation sémantique. La métaphysique, la magie, l'exotérisme, etc. Tout ça, c'est des choses qui se réalisent physiquement, mais qui se font de manière invisible, dont la puissance est invisible. Ça s'appelle comme ça. Mais il y a des choses bien. Parce qu'aujourd'hui, tu peux sauter dans l'eau, tu entres, mais il y a quelqu'un qui vient, il t'appelle Gramic, et qui sort de l'eau. Vous n'allez pas me dire que c'est un sorcier. Mais tout comme il y a quelqu'un qui puisse te commander d'entrer dans l'eau et de mourir. Donc, ce qu'on appelle la sorcellerie, ça s'appelle les sciences occultes. Mais rien n'existe si ce n'est que la volonté de Dieu. Et c'est Dieu qui a créé tout. Rien n'existe sans la volonté de Dieu. Sans la volonté de Dieu. Alors maintenant c'est l'utilisation. On utilise pour faire le bien, on utilise pour faire le mal. Alors quand vous utilisez pour faire le mal, on dit c'est le diable. Quand vous utilisez pour faire le bien, on dit c'est Dieu. En fait, on peut utiliser la métaphysique pour faire les biens et les mal, ou bien la métaphysique, c'est seulement les côtés négatifs. Non, la métaphysique, c'est un réservoir. Sans métaphysique, donc il n'y aurait pas un moment de physique. Le grand problème, c'est que nous avons rompu avec la métaphysique. Mais l'Occident n'a pas rompu. L'Asiatique n'a pas rompu.
Écoutez, la Chine a été vaincue. La Chine était une grande puissance. 4000 ans de puissance. Même pendant l'ère chrétienne. Mais c'est au 19e siècle. La Chine a été véritablement gagnée. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, l'Occident a délocalisé sa religion. On a retrouvé les catholiques, les protestants, les musulmans, etc. Et en Asie, en Chine, on a trouvé ce qu'on appelait les chrétiens de riz. Les chrétiens de riz à l'époque, parce qu'il y avait des dizaines de la famille, de compagnie en Chine. Et donc, les prêtres imposaient le baptême aux Chinois. C'est comme ça qu'en Chine, il y a eu des grands espaces destinés aux religions catholiques ou protestantes, etc. Mais en 1940, en 1929, Mao Zedong, il était encore très jeune, ils ont mené une révolution paysanne où ils disent la restitution, n'est-ce pas, de la République de leur pays aux citoyens. La République, la restitution, le rétablissement de leur tradition. Et à travers le paysanat. En 1949, ils mènent une révolution culturelle. Et là, ils ont décidé de chasser les musulmans, de chasser les imams, les prêtres, les pasteurs, etc., pour être en connexion avec les ancêtres, avec les enseignements de Confucius, du Tao, dont on appelle le taoïsme, etc. Et donc, ils se sont requinqués, n'est-ce pas, de ces enseignements, au moins au point où ils ont rétabli la connexion, la communication avec leurs ancêtres. Aujourd'hui, les Chinois tournent en termes d'invention technologique. Aujourd'hui, les Chinois, c'est une puissance militaire, c'est une puissance économique. Et technologique. Technologique également. Et l'Inde, qui a découvert également, et qui a avec les départs, par exemple, des Anglais, etc., il y a une sorte de reconnexion avec les anciens. Aujourd'hui, c'est la 5e puissance. Et à la fin de l'année 2023, l'Inde risque de prendre la place d'Allemagne. On revient arracher à la fin de 2030, n'est-ce pas, même la place au Japon. Nous allons chuter par notre pays, la République démocratique du Congo, mais revenons en Afrique avec l'organisation de l'Union africaine. C'est vrai que la nouvelle génération accuse les présidents, la plupart, entre la majorité des présidents africains, n'être pas conscients. Ils sont sous le joug, en tout cas, des Blancs, de l'Occident, de la communauté internationale. Vous estimez qu'aussi longtemps même, cette organisation de l'Union africaine, qui est financée par l'Union européenne, vous croyez dans cette organisation ou vous pensez autrement qu'on doit même essayer de mettre fin à cette organisation? Non, l'organisation, comment on appelle ça? Union africaine. Union africaine. Dérivé de l'organisation de l'unité africaine. Vous savez que le père de l'indépendance, comme Kwame Nkrumah, Lumumba, Sylvanus Olympio, Cabral, Nyerere, Boganda, tous ces gens auraient souhaité naturellement qu'on crée l'État fédéral, où on ressout de tous les pays, nous avons un seul interlocuteur, nous avons une seule capitale, compagnie, etc. Oui. Mais, que voulez-vous, cela n'a pas été accepté par les puissances occidentales, et vous savez que la fin de la colonisation reprend une nouvelle colonisation qu'on appelle l'impérialisme occidental, où les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale devraient prendre le pilotage, n'est-ce pas, pour remplacer les anciens colonisateurs en mettant en place une nouvelle colonisation. Et ce sont les Russes, et les Soviétiques et les Américains. Alors, maintenant qu'ils arrivent là-bas, ils disent non. Ceux qui sont progressistes disent ce sont des gens qui étaient considérés les soviétiques, etc. Ils disent non, pas question. Il ne faut pas faire une unité africaine. Les modérés, sous la régime américain, capitaliste, etc. Non, pas question. Et on a divisé. Et c'est comme ça que vous voyez, il y a les camps de Casablanca et le camp de Morovia. Donc, les gens de Casablanca, ça sont les gens qui ont prôné l'unité africaine, les gens pilotés par des hommes comme de Kwame Nkrumah, de Mohamed V, etc. Et puis bon, les Morovia, là, c'est les Bohani qui sont fondamentalement les Français, les Senghor, compagnie, etc. Ils ont suivi les conseils des Français. Et bon,
ils ont créé plutôt l'Organisation de l'Unité africaine. Donc c'est différent avec l'idée originelle. Oui. Ah d'accord. Et cette Organisation de l'Unité africaine avait 68% des revenus, du budget qui venait de l'extérieur. Comment pouvez-vous être autonome? C'est ça exactement. Et si vous recevez l'argent de l'extérieur. Si même les sièges de l'Union africaine est construit par l'Union européenne. Par l'Union européenne, mais aujourd'hui par les Chinois, parce que les Chinois entrent dans la danse. Tu vois? Et donc, oui, le siège qui est construit à Addis Abeba, c'est la Chine. Voilà. Donc, maintenant, la Chine et l'Occident et l'Orient se disputent les ressources en Afrique. Et donc, l'organisation, l'Union africaine, je me suis beaucoup... J'avais dit que c'était un machin, comme dirait... mais c'est tout le monde qui la fustige, hein? Donc, il faut refonder. Refonder ça. Et j'ai beaucoup aimé lorsque le président Tshisekedi est devenu président de l'Union africaine. Lui, on a souhaité qu'on parte à partir des régions. C'est-à-dire que, par exemple, comme il y a 5 régions, il y a le Nord, il y a un pilote, l'Égypte, le Sud, vous avez l'Afrique du Sud, l'Est, vous avez l'Éthiopie, l'Ouest, le Nigeria. Donc, ces regroupements-là, qu'on consolide ces relations-là, qu'on construise des relations, des interactions dynamiques, et que les activités économiques se réalisent. Et c'est comme ça que les gens se sont même battus pour qu'on mette en place la zone de libre-échange, pour qu'il y ait des échanges. Parce que, croyez-moi, l'Afrique dans son ensemble, 1 milliard 300 millions de personnes, quelle potentialité en termes de consommateurs. Mais nous n'avons que des échanges en proportion de 15%. Et pourtant, des pays, par exemple, comme les États-Unis, etc., 70%, mais il n'y a que 350 millions de personnes. Donc, nous avons intérêt, aujourd'hui, effectivement, qu'on pose le premier pas, et le premier pas a toujours été le plus long, qu'on commence par les régions. Encore que non, aujourd'hui, c'est très clair que l'Afrique est retardée par l'Afrique centrale. Parce qu'au centre, c'est le Congo-Kinshasa qui est la locomotive, à la différence, par exemple, du Nigeria, l'Égypte, etc. Toutes les difficultés. Et c'est comme ça que tous les Occidentaux, y compris les Orientaux, se mobilisent pour bloquer le Congo. De manière que si le Congo se met debout, à ce moment-là, c'est l'Afrique qui va véritablement marcher. Alors, il faut l'anéantir en organisant des guerres récurrentes et en poussant à la balkanisation pour que finalement, on les nivelle vers le bas et que l'Afrique n'aura pas gain de cause. Et chers téléspectateurs, il y a tellement beaucoup de questions que je prends en tout cas de manière sporadique. Norbert Yamba, il y a cette guerre d'influence. Vous pensez que l'Afrique doit changer d'un partenaire à un autre, ou bien l'Afrique doit faire quoi exactement? Il y a les blocs sino-russes et également l'Occident. Vous pensez que selon en tout cas cette vague, l'Afrique estime que la Russie serait une partenaire en tout cas fiable? Regardez, moi je suis panafricaniste. Moi j'ai toujours pensé que si la Russie aujourd'hui est ce qu'elle est, en termes de performance, en termes de puissance, c'est parce qu'elle s'est organisée. Elle a organisé sa religion, elle a organisé son système éducatif, elle a organisé son système politique. Il a un paradigme, la Russie elle a un paradigme. Mutatis mutandis pour la Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Europe. Et tous ces espaces sont devenus ce qu'ils sont. C'est essentiellement parce qu'ils ont restauré leur propre système politique, ils ont restauré leur propre système éducatif, ils ont restauré leur propre système religieux. Bien que l'Afrique, le seul continent, le seul pays qui n'a de religion que la religion des autres, qui n'a de système éducatif que l'éducation des autres, tout est importé, qui n'a de système politique que celui des autres. Et nous tous, ici, pouvez-vous imaginer, cher Grammic, on est au Congo, on a des politologues, on a des juristes, on a des anthropologues, des sociologues, des communicologues, etc. Et on est en train de souffrir avec la démocratie. Or, la démocratie ici, ce n'est pas une démocratie qui trouve son originalité dans notre tradition. Rien du tout. C'est quelque chose d'important qui est consigné dans le droit gréco-romain ou romano-germanique. Alors maintenant, quand ça vient chez nous, il y a un problème d'adaptation culturelle. Ah, exactement. Donc c'est un problème, c'est une valeur occidentale
qui n'est pas une valeur universelle. Il n'y a pas de valeur universelle. Il n'y a pas de civilisation universelle. Nous avions notre civilisation. Et quand ils sont venus, ils se sont imposés. Simplement parce qu'ils avaient besoin des hommes pour travailler comme des amants des ministres dans la plantation. Deuxièmement, ils avaient besoin de nos minéraux pour actionner, promotionner leur révolution industrielle. Aujourd'hui, ils ont une révolution numérique où ils sont en train véritablement de chercher nos minéraux. Donc, ils cherchent non pas pour nous aider, mais ils cherchent pour nous anéantir. Et pour nous anéantir, il faut qu'on nous oppose les uns les autres. Mais nous avons une facilité de ne pas réfléchir en fond. Les universités ne produisent plus. Les universités travaillent au ralenti. Il y en a ceux qui disent oh non, nous ne sommes plus avec nous n'aurons plus les Français, les Américains, les Occidentaux. Nous devons venir avec les Russes. Mais ils ont oublié que les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, c'est les Russes et les Américains. Ce sont eux qui ont mis en place un système. La guerre froide est venue d'où? Mais la guerre froide est une modalité de domination. Alors maintenant, si nous ont divisé les uns capitalistes, les autres communistes, donc, écoutez, les Russes ne sont pas des saints qu'on nous présenterait. Ah ben non, certainement qu'on va dire que bon, ils n'ont pas une histoire de domination, compagnie, etc. Mais écoute, on est mieux servi que par soi-même. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion où il y a une guerre entre les différentes puissances pour que nous puissions construire notre autonomie? C'est-à-dire inventer notre propre système spirituel, être en connexion avec nos ancêtres, travailler une révolution culturelle, inventer son propre système éducatif. Pourquoi le programme? Pourquoi le contenu de ces programmes? Pourquoi les calendriers? Pourquoi les enseignements? Les livres viennent tellement de l'Occident pour nous dire que voilà ce que vous avez étudié. Mais les gens, par exemple, comme Kimbango, Lumumba, Tshisekedi, Kembanvita, Massabu Kidi, Pali et compagnie, etc. Tous ces gens-là. Mais on n'étudie pas ces gens-là. Mais tout ça a un prix à payer. Si on veut refonder même les systèmes éducatifs, il faut un recyclage, il faut beaucoup de choses. Ça créerait une crise pratiquement, ou soit une rupture. On doit mettre fin à un certain moment pour que les professeurs puissent se recycler. Ça prendra du temps, ça demande des moyens, ça demande beaucoup de temps. Mais la Chine a fait 20 millions de personnes pour arriver à finaliser sa révolution par Mao. Est-ce que nous sommes prêts pour ça, pour les faire? Mais non, mais il faut. Nous, on parle de ces choses pourquoi? On parle de ces choses pourquoi? Parce qu'en réalité, l'Occident a organisé un paradigme fondamentalement égocentrique, à rentabilité externe. Ce paradigme consiste à considérer notre patrimoine culturel, naturel, comme étant son propre patrimoine. Pour que cela puisse servir de manière intergénérationnelle, une sorte de solidarité intergénérationnelle. Ça veut dire en fait, toutes nos richesses leur appartiennent et ils doivent préserver ça pour leurs générations futures, pas pour nous. Alors maintenant, vous dites, bon, si c'est tel est le cas, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'argent, prenons les raccourcis, continuons avec ça. Mais alors on restera des prisonniers, on restera des esclaves, continuellement. Parce que jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui on est esclaves. Pourquoi on ne peut pas ne serait-ce que réfléchir? Appeler les catholiques, appeler les protestants, appeler les églises autochtones, aujourd'hui, les églises de réveil, ensemble, pour dire, nous avons les catholiques, nous avons les protestants, les musulmans, ça va faire 6 siècles. Mais qu'est-ce qui explique que pendant 6 siècles, on n'a pas changé? Personne n'a inventé même une cure-dent. Vous, les églises de réveil, vous êtes venus pour réveiller. Mais on a l'impression que même dans vos églises, il y a trop de pauvres. Il n'y a que la famille du pasteur qui vit quand même assez bien. Mais alors, maintenant, venez, vous les églises noires, vous dites non, vous êtes venus, vous avez le secret. Amenez, réfléchissons, mettons en place le peuple d'armes. Pour que nous puissions être en connexion avec nos ancêtres. Et ça, si on ne le fait pas, regardez même cette histoire, ce système éducatif. Quand on fait les états généraux, c'est pour reproduire les livres, etc. Il y avait la Banque mondiale à un moment donné à donner de l'argent pour qu'on produise des livres. On amène même des langues dans des coins où on ne parle même pas ces langues-là. Tout simplement pour nous éloigner de notre situation. Le système politique de la démocratie est fondamentalement occidental. Nos ancêtres. Nous avons vécu le royaume, nous avons vécu les empires, nous n'avons pas connu la fameuse démocratie.
Alors, cette émission est suivie de partout. Il y a des Africains qui nous suivent. Nous tournons cette émission en français pour permettre également les Sud-Africains, les Ivoiriens, les Burkinabés, les Afro-descendants, que tout le monde puisse nous suivre. Il y a une actualité au niveau de l'Afrique. Les présidents africains demandent à ce que le Conseil de sécurité puisse réserver une place au niveau des membres permanents pour l'Afrique, également l'intégration de l'Afrique au niveau l'intégration de l'Union africaine comme membre du G20. Vous partagez cet avis que nous devrions avoir un siège membre permanent au niveau du Conseil de sécurité, également intégrer les G20? Parmi les États continents, nous avons les États-Unis, qui est membre du Conseil de sécurité. Oui, permanent. Vous avez la Russie. La Chine. La France. Et vous ajoutez la France. Et vous ajoutez l'Angleterre. Oui. Mais l'Afrique a 1,3 milliard de personnes, n'est même pas représentée dans le Conseil de sécurité. C'est quelle formule? Une assemblée générale, je ne comprends pas. 5 puissances, parce qu'elles sont de puissance, et donc elles sont décidées sur l'avenir de tout le monde entier. C'est inconcevable. Et plein d'eux, d'ailleurs notre président l'avait fait, pour qu'on fasse partie du Conseil de sécurité, c'est une bonne chose. Moi j'ai dit, mais alors pour avoir quel résultat? C'est ça, la même chose. Parce que regardez, tant que nous on va utiliser le paradigme occidental, hérocentrique, si on n'invente pas notre propre paradigme, parce qu'en réalité, la Chine va au Conseil de sécurité avec son paradigme. Exactement, pour imposer son paradigme. La Russie va avec son paradigme. Et l'Afrique. La France, avec son paradigme, parce que ce sont les Blancs, la France, l'Angleterre, les États-Unis, sont les enfants les 12 tribus de Juda. Donc, et l'Afrique va avec quel paradigme? Le paradigme occidental. Donc, l'Afrique va comme garçon de course. N'est-ce pas? Des Occidentaux. Il faut inventer notre propre paradigme. Notre paradigme doit être en rentabilité interne. Ça veut dire quoi? C'est ça même qui pourrait obliger à ces gens de nous intégrer. Non seulement nous intégrer, mais nous respecter. Exactement. Parce que pour l'instant, personne ne nous respecte. Vous voyez, on est en train de dire, mais autrement, ils sont comme ça, on fait des déclarations, etc. Je vois les gens qui sont en train de passer, faire des déclarations, compagnie, mais qui réfléchit pour trouver des solutions? Si aujourd'hui, la France est en train de mener pratiquement 15 pays, qui sont dans les CFA, compagnie, etc. Eh bien, écoutez, on peut dire la France est ci, la France est ci. Eh bien, écoute, et alors, si la France ne vous donne plus les crédits, les subventions, vous faites quoi? Il faut chercher comment produire des richesses. Oh, nous avons des potentialités. Pour produire des richesses, nous avons besoin d'un génie. Et c'est ça la spiritualité. Le génie propre, le génie que Dieu nous a donné. Que Dieu nous a facilité. Il nous a donné le cobalt, il nous a donné la terre, il nous a donné le coltan, il nous a donné le cuivre, l'or, compagnie. Il faut transformer ces minéraux-là. Alors, excusez. Et la transformation permet la production de richesses. Et la production de richesses permet les allocations rationnelles. Et les allocations rationnelles permettent que les retombées retentissent sur les citoyens. Parce qu'on aura des routes, on aura des écoles, on aura des hôpitaux, on aura de l'emploi, etc. Or, nous ne sommes pas en mesure. On produit 65% de la production de cobalt. C'est au Katanga. Le Katanga, c'est-à-dire en fait, vous voyez, au Katanga et Lualaba. Mais pour avoir 4, il faut aller à Lualaba. Il faut aller au Katanga. On en fait quoi? Et ça, quelle contribution? Regardez le Haut-Katanga, c'est 500 millions de dollars. C'est pas de budget. Et pourtant, il y a 48 minéraux. Mais avec 12 qui n'existent nulle part au monde. Donc, excusez, nous avons intérêt, sincèrement, Grammy, que tant qu'on n'aura pas compris, et si nos intellectuels viennent pour faire la science de bavardage à la télé, vous les journalistes, vous ne prenez pas de responsabilité pour que nous puissions chercher des solutions plausibles. Ça veut dire solution plausible, ça veut dire quoi? J'étais à Mamayemou, à l'hôpital général. J'ai regardé cet hôpital, j'ai eu pitié. Non seulement vous avez le soir, il n'y a pas d'électricité, mais il y a de la saleté partout. Les rats, heureusement que le président coup de chapeau est en train de construire de nouveaux bâtiments, etc. Donc nous avons des problèmes sérieux. Et si à Mamayemou, à Kinshasa, c'est pareil, et à l'intérieur.
Donc on a besoin de richesses. Et les richesses, il faut un génie propre. Les génies propres nous inventer des technologies, nous inventer des industries. Pas importer les Russes, pas importer les Chinois, pas importer les Américains. Les G20 alors, les G20, vous pensez qu'on doit cette puissance économique où il y a des décideurs avec tout ce que nous régorgeons comme des... Les G20, et vous croyez quoi? Vous croyez que c'est la première fois que les G20 régorgent les Africains? Les Africains sont là comme des applaudisseurs, non? C'est une présence de formalité d'usage. On a besoin aujourd'hui, sincèrement, que l'Afrique montre. Comme par exemple le colonel avait dit, bon, ayons notre propre banque des investissements qui représenterait la Banque mondiale. Écoute, s'il y a telle banque, bon, on a besoin de... Regardez comment on nous fait marcher avec 50 millions de dollars, on nous fait marcher avec 100 millions de dollars, etc. Mais si nous avions notre propre banque, la Banque africaine de développement a des actionnaires occidentaux et orientaux. Cette banque qui aurait pu être fondamentalement africaine, qui aurait pu nous donner des moyens. Regardez cette administration-là, regardez les moyens qui sont donnés, etc. À quelle proportion, au prorata de quelle population, etc. Donc, si nous, Africains, nous n'arrivons pas à générer, nos universités ne deviennent pas des laboratoires de production, des idées de production de technologies, de production de connaissances dans les différents secteurs de la vie, pour nous permettre d'avoir une torche qui éclaire les secteurs. Sur le plan politique, voilà la démocratie qui est la nôtre. Sur le plan économique, voilà le système que nous mettons en place. Sur le plan sanitaire, voilà le système que nous mettons en place. Sur le plan de l'alimentation, voilà le système. Si nous n'avons pas ces génies-là qui nous permettent d'avoir la torche et d'éclairer les différents secteurs de la vie nationale, nous approprier pour que nous puissions faciliter notre autonomie et notre leadership. Alors, c'est zéro. On entre dans la RDC, on commence par la première question, on finira par les développements. On prend la transition écologique, la RDC, pays solution, mais il y a un problème au niveau mondial. Les pays pollueurs ne veulent pas payer, financer cette transition écologique. Il y a eu la COP 27. Alors, vous, comment est-ce que vous réagissez quand les pays pollueurs ne veulent pas financer la transition écologique? Mais le paradigme est occidental. C'est-à-dire qu'il y a des relations centre et périphérie. Les centres sont des pays industrialisés, les puissances d'argent, ceux qui ont mis en place le système patrimonial à mendicité internationale. Et donc, ces gens-là ne veulent, les Chinois disent, quand on monte sur les tigres, on ne veut pas non seulement de le partager, mais de descendre. Ils ont la puissance, ils ne veulent pas partager la puissance. Oui. C'est ça. Et donc, ils ont mis en place des industries. C'est depuis le 19e siècle que ces industries existent et qu'on a essayé d'envahir, n'est-ce pas, l'atmosphère. Alors maintenant, nous avons la forêt. Et la forêt a la capacité de séquestration de carbone. Oui. Alors maintenant, et ils sont puissants, leur dire d'arrêter avec leurs industries, c'est arrêter leur puissance. Ils n'accepteront pas. C'est comme ça qu'à un moment donné, vous avez suivi, Trump dit, écoutez, non, c'est la politique chinoise pour que nous puissions réduire notre puissance, etc. Les Chinois disent aussi, oui, nous pratiquons des technologies d'adaptation, compagnie, etc. En tout temps, l'industrialisation continue et la pollution continue. Donc, c'est très clair que nous sommes le réservoir pour des séquestrations pour eux, parce qu'ils considèrent notre patrimoine comme étant leur propriété privée. Et c'est cela. Et donc, tant que nous, regardez, nous avons par exemple le centre nucléaire. Bon voilà. À l'unité. Voilà. Dis-moi, il y a même des professeurs qui travaillent là-dedans. Où sont nos chercheurs pour nous permettre, ne serait-ce que transformer le nucléaire en électricité? J'étais dernièrement à Tchoukoulou, en tout cas. On m'a raconté, il ne faut même pas tenir le sable. Quand vous tenez le sable, il y a radiation. La radiation. Vous voyez, il y a la présence du nucléaire. Et alors maintenant, est-ce qu'on fait des recherches par rapport à ça? Donc on va laisser le musée, le centre est là, le musée, pour que ça explose les jours, pour qu'on nous installe, parce que nous n'avons aucun dispositif de protection. Donc tout ça, il faut de la recherche, il faut la connaissance, il faut la spiritualité. Ouais. C'est la spiritualité qui donne la connaissance. Et la connaissance pousse à des inventions. Et les inventions poussent à des innovations. Et tant qu'on est loin de ça, je vous assure, on peut tout dire. Vous croyez vraiment que
avec tout ce qu'on a comme recette au niveau des frontières là, etc., ça va nous aider à faire quoi que ce soit? Alors, en attendant que Norbert Yamba, notre invité, essaie un peu de s'essuyer parce que, vous savez, il y a un sérieux problème d'électricité. Je vous explique, hein. Les CLENCA signifient simplement les centres régionaux de l'énergie atomique au niveau de Kinshasa, c'est ça. En fait, nous entrons dans le développement de la RDC. Avec ces projets de développement des 145 territoires, le président de la République tient à ces programmes de développement des 145 territoires. Mais apparemment, il y a beaucoup de choses. L'entourage du président également, ceux qui sont censés d'accompagner les présidents, n'arrivent pas à bien faire, soit à bien mener des programmes. On parle des détournements, il y a beaucoup de choses. Le président a séjourné pendant ses festivités au niveau du Kassa, il a constaté ce qu'il a vu. Mais Norbert Yamba, vous êtes expert au niveau de la territoriale, vous maîtrisez mieux la territoriale. Le développement de la RDC, quel est le modèle d'après vous? Vous nous donnez d'abord les indicateurs pour qu'un pays puisse se dire développé. Également, d'après vous, quel est le modèle de développement pour la RDC? Les modèles appropriés pour la RDC selon vous? Je m'excuse beaucoup, mais ces débats est fondamentalement intellectuel. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Parce que, d'abord, je ne suis pas d'accord avec le mot développement. Oh. Oui, c'est une longue liste d'innovations essentiellement sémantiques. On va vous dire... On parle de quoi alors? On va vous dire développement, on va vous dire on va le développement. Ce sont des concepts émergents. Pour flouer. Il n'y a rien là-dedans. C'est vide. Allez aux États-Unis, est-ce qu'on parle de développement? Allez en France, on parle de développement. Mais pourquoi ils continuent à faire de la recherche? Pourquoi ils continuent à poser des actes? Alors maintenant, quand ils continuent à faire des restructurations de leur pays, ils cherchent quoi? Le développement ou autre chose? Faites attention. Le développement, d'après le professeur Gilbert Rist, qui est un ancien professeur émérite d'ailleurs, de l'Université de Genève, lui considère que c'est l'histoire de la croyance occidentale. Le développement, c'est une histoire de la croyance occidentale. L'Occident croit que c'est sa civilisation qui est idéale et ses méthodes sont idéales et à tout le monde de dépendre, de devenir ce que, comme eux pour que véritablement il se décante. Et là, ils mettent en route la politique, la théorie de Rostov. Là, je pense que c'est une très bonne définition. Les développements, c'est une croyance occidentale. C'est une croyance occidentale. Mais le développement peut se comprendre comme l'épanouissement d'un peuple. Lorsque on est capable, parce qu'il y a 5 critères de souveraineté. Allons-y. Je préfère parler des critères de souveraineté. Allons-y. La sécurité. La sécurité. Quand un pays est capable de se sécuriser, il y a guerre, mais avec ses militaires, avec ses services de renseignement, avec sa police, ses forces armées, etc., avec sa population, arrive à se sécuriser. Pas un pays qui, à moindre attaque, donc, on pleurniche, on demande l'aide de ceci, de cela. La sécurité. La sécurité. Elle permet de souveraineté. Deuxièmement, la santé. La santé. Quand un pays arrive naturellement à avoir des centres de santé, des postes de santé, des zones de référence, des hôpitaux, compagnie, etc., et qu'il y a une politique d'administration des soins de santé où chacun a accès aux soins de santé, etc. Pas, par exemple, une maladie qui tombe où on n'a pas de chercheurs qui font véritablement des recherches pharmaceutiques, etc. Mais on a besoin de l'OMS, encore que l'OMS est une institution, un outil qui a été mis en place par le paradigme occidental pour dominer. Oh. Ah ben oui, il y a rien. Oui, également. Oui. Je me rappelle des dénonciations de notre docteur Covid ici, et les noms m'échappent. Je vois. Et donc, la santé, c'est très important. Mouniangui Jérôme, voilà. Ces dénonciations. La santé, il faut qu'on soit en mesure de connaître notre superbe végétation. Nos ancêtres savaient, il y a des héritages traditionnels par rapport à ça.
Nous connaissons nos faits, etc. Mais il faut que la recherche se fasse au niveau des laboratoires, qu'on fabrique les produits, etc. Ça, on en a besoin. Alors, la santé. Troisièmement, l'éducation, les systèmes éducatifs. Oui. Pas l'éducation importée. Vous allez parler de Napoléon Bonaparte, de Bismarck, etc. Mais vous ne parlez pas de Mobutu, vous ne parlez pas de Kasavubu, vous ne parlez pas de Lumumba, vous ne parlez pas... Il n'y a même pas de livres. Il n'y a même pas une forte production dans les universités. Ouais. En dehors de quelques articles. Mais il n'y a pas des articles qui font fureur pour vendre et publiciter notre pays au travers véritablement des découvertes. Et cette éducation-là, c'est une éducation de nivellement vers le bas. Il faut arrêter avec l'éducation, c'est pas importé. Il faut construire une éducation décloisonnée avec les entreprises, où l'on produit des personnes qui sont capables véritablement de trouver du travail et de produire pour augmenter la richesse, la croissance dans la société. Et cette croissance va permettre à l'État de bénéficier des revenus qui permettent les affectations rationnelles dans les différents secteurs et permettre également à la jeunesse de trouver leur travail. Parce que nous avons 60% des jeunes, avec une moyenne de 19 ans. Et donc, on a besoin naturellement que tous ces jeunes gens trouvent du travail. Quatrièmement, l'alimentation. L'alimentation. Mais écoute, on mange quoi? Regardez les espaces. Quand vous quittez Kinshasa vers le Congo central, quand vous quittez Kinshasa vers l'espace vert, mais c'est la forêt. Ouais. Nous avons 80 à 120 millions d'hectares de forêt. Des terres arables, s'il vous plaît. Nous avons 150 millions d'hectares de forêt. Mais écoutez, la production, on n'a même pas une exploitation de plus de 10%. À l'époque coloniale, avec les Belges, 44% des recettes en devises provenaient du secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est grave. Donc, nous devons être en mesure d'avoir des villages satellitaires, des villages phares, une politique qui permette véritablement qu'on ait des centres de vulgarisation agricole, des agronomes représentés jusqu'au niveau des entités territoriales décentralisées, avec des moyens de mobilité, avec des champs témoins. Aujourd'hui, on a laissé la responsabilité à la FAO. On a laissé la responsabilité, je ne sais pas, à des étrangers. Est-ce que la FAO vraiment vient pour nous aider à sortir de la famine? Si c'est là de trouver du travail pour les gens. Et on est dans cet amusement. Là, vous aviez cité des indicateurs. Et il faut terminer avec l'électricité et l'eau. L'énergie. Alors, quel est votre modèle de développement pour la RDC? Si je compare avec les projets, les programmes de développement des 145 territoires, vous partagez, vous pensez que ça pourrait être un modèle de développement, ou bien vous aviez un autre modèle pour que la RDC puisse être souveraine ou soit développée? Modèle entre guillemets, mais moi je salue le président de la République. Depuis qu'il a sorti cette idée de 145 territoires, j'ai lu le projet, j'ai dit waouh, pour une fois. Pour une fois, le Congo est en train d'entrer sur une ligne qui lui permette d'affirmer véritablement son leadership en Afrique centrale en tant que locomotive. Pourquoi? Parce que, cher ami, regardez, nous avons 145 territoires. Sur les 145 territoires, nous avons 1450 entités territoriales décentralisées. Alors, je vous ai cité les 5 attributs de souveraineté. Dans ce projet-là, il y a la question de la sécurité au niveau territorial. Il y a la question de la santé, parce qu'il y a des centres de santé qui sont prévus, la réflexion des zones de santé. Il y a la question, n'est-ce pas, de l'éducation, les écoles à construire. Il y a la question de l'alimentation, ou la vulgarisation agricole, les techniques culturelles modernes, etc. La réhabilitation des différents centres de recherche agricole, la réhabilitation, n'est-ce pas, des différents réseaux de commercialisation, la révision du budget, n'est-ce pas, agricole, la révision même de la politique foncière, parce que l'article 389 voudrait qu'en fait, une ordonnance présidentielle soit faite. Aujourd'hui, il y a un paquet autour véritablement de ces projets qui permettent de produire des effets. Donc c'est un bon modèle. Mais déjà, parce que nous sommes dans un paradigme, on n'a pas encore détaché le paradigme, mais là nous allons vers un développement à la base. Et c'est à la base que se trouvent les traditions. Et c'est à la base, lorsqu'on aura compris et que les gens sont capables de trouver du travail,
sont capables de trouver de l'électricité, de l'eau potable, de trouver un centre de santé, de s'organiser en mutuelle de santé dans un hôpital de référence, d'avoir des écoles, etc. Il y a ébullition. C'est vrai que bon, ça ne va pas se terminer dans 5 ans, ça c'est évident. Mais c'est déjà le début du commencement. Les écoles aujourd'hui, on parle de la gratuité. Et bon, voilà, plus de 6 millions d'enfants sont allés à l'école. Et c'est déjà quelque chose. Maintenant, aux responsables des différents secteurs de se mettre d'accord pour dire le secteur, par exemple, de l'éducation, c'est un secteur décentralisé. Et donc, c'est le gouverneur et ses ministres qui doivent véritablement gérer ce secteur-là. Alors, quels sont les enseignements qu'il faut donner, n'est-ce pas, par exemple, à l'Équateur? Vous êtes dans une zone où on cultive le maïs, où on élève le poisson, où on fait la pêche. L'éducation doit être régionale? Oui, c'est un secteur décentralisé. L'agriculture, c'est un secteur décentralisé. La santé, c'est un secteur décentralisé. Le développement rural, c'est un secteur décentralisé. Ce sont des secteurs. Mais il y a aussi des secteurs décentralisés, mais en termes de partage de responsabilités entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Et donc, si le gouverneur de province pouvait comprendre qu'ils sont des responsables des républicains, avec ce système de projet de 145 territoires, le projet de 145 territoires n'arrête pas la responsabilité au gouverneur de continuer à travailler. Le grand problème, c'est que le gouverneur, les gouvernements croisent les bras, ils entendent le projet de 145 territoires. Or, le budget du gouvernement central est différent du budget du gouvernement provincial. Et donc, si le gouvernement central a prévu au regard des prérogatives qui lui sont reconnues, notamment 36 compétences exclusives, 11 compétences concurrentes avec les provinces, et les provinces ont 29 compétences exclusives. Et donc, il faut que chaque gouverneur soit à mesure d'actionner ses compétences. Et il a des taxes d'intérêt commun, il a des frais de rétrocession, naturellement les 40% qu'on leur donne, etc. Donc, tout ça, et quand on a fait l'étude ici, la moyenne, c'est moins de 500 millions. Mais il y a des provinces où on peut toucher plus de 500 millions, plus de 1 milliard. Mais vous allez voir, ils minimisent toutes ces recettes parce qu'il n'y a pas un système de contrôle. Les assemblées provinciales ne sont pas très opérationnelles, elles sont demanderesses des avantages additionnels, n'est-ce pas, de la part de l'exécutif, etc. Et donc ça pose des vrais problèmes. Donc il faut qu'à un moment donné, la responsabilité des provinces, la responsabilité des territoires, la responsabilité des entités territoriales décentralisées ne repose pas essentiellement sur le gouvernement central. Le gouvernement central a un budget qui ne comprend essentiellement que 36 compétences exclusives et 11 compétences partagées. Maintenant, le gouvernement provincial doit avoir ces compétences. Si aujourd'hui, le Congo central, il dit, je l'ai mis indépendant, il va vivre avec quoi? Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas vivre? Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas vivre? Alors, je pense que je veux organiser, je pense si Norbert Yamba sera d'accord avec moi, la semaine prochaine, toute une émission rien que sur les projets, sur les programmes de développement des 147 territoires. Il y a beaucoup de choses qu'on doit épiloguer là-dessus et creuser même, parce que le temps nous fait un peu défaut. Il y a 2 petites questions qui restent, mais des grandes questions. Norbert Yamba, étant qu'intellectuel, étant que panafricanisme, j'aimerais avoir votre lecture sur ces phénomènes de la délinquance juvénile, les Koulouna. En tout cas, actuellement, ça refait surface, il y a une recrudescence énorme, ça préoccupe les Kinois. Vous, étant qu'intellectuel panafricaniste, comment est-ce que vous réfléchissez sur ces phénomènes? Comment l'éradiquer? Comment trouver des solutions? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on vive tout ça? Vous savez, le grand problème, c'est que les gens ne sont pas intéressés à organiser des ateliers, des vraies réflexions. Pour produire des outils, ce qu'on appelle généralement des inputs, à la recherche des solutions plausibles. Au début des années 90, j'ai fait une recherche-action dans la ville de Kinshasa. Je suis allé dans la commune de Kimbaseke, où j'ai acheté une concession de 20 hectares. Et j'avais 3 concessions, et l'expérience pour moi, c'était de pouvoir socialiser les enfants en situation de détresse, que vous appelez Koulouna ou les Chégué, compagnie, etc.
je dois vous avouer qu'à l'époque, c'était 20 000 personnes, 22 000 enfants. Dans À 98. Rien qu'au niveau de la ville de Kinshasa. Mais quand je partais en province, j'allais même à Kabinda, j'ai trouvé des enfants en situation difficile, en Bujimaï, au Katanga, un peu presque partout. Aujourd'hui, on est ça seulement en ville, même au niveau des territoires, vous les trouvez. Exactement. C'est une question très pertinente. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une solution. J'ai vu, on arrête, et puis... Kanyamaka cessé. Moi, j'ai fait les études de sociologie aussi, une grande partie. Et moi, j'ai expérimenté les enfants en situation difficile. La socialisation ne doit pas être perçue comme une contrainte. C'est vrai qu'il y a des infractions de droit. La socialisation ne doit pas être perçue comme une contrainte. On ne doit pas imposer. Oui, il faut ouvrir la fenêtre. Il faut un recrutement. Certainement, ceux qui posent des actes incontrôlés sont passibles d'être poursuivis en justice. Parce que la justice doit faire son travail. Exactement. Mais lorsqu'on sait que les parents n'ont pas de moyens, lorsqu'on sait que les parents ne sont plus à mesure de tenir avec leurs enfants, il n'y a pas d'électricité, tous les parents entrent à partir de 18 heures. C'est justement pour produire les enfants de manière incontrôlée. Qu'est-ce qu'il faut? Pour ceux qui sont déjà à l'âge, qui créent des problèmes dans la ville, vous avez le gouverneur de province, c'est une question. Le gouverneur de province a la responsabilité d'appeler les différentes ONG et les confessions religieuses qui travaillent avec ces enfants-là. Le gouverneur de province doit voter un budget. Et ce budget-là, essentiellement pour encadrer. Combien de centres de formation ou de rééducation des enfants qui sont en train de s'éliminer dans la ville de Kinshasa? À Kimbaseke, moi-même, j'ai pratiquement 48 chambres où j'ai reçu des enfants qui ont été entraînés dans les systèmes, dans la ferme école, etc. 40% théorie, 60% pratique. À la fin de la formation, on leur donne 50-50 la production et chacun s'installe. Ils terminent avec les Koulouna. Mais si le gouvernement provincial ou le gouvernement central doit travailler de lui-même, croyant avoir des solutions lui-même, sans intéresser les partenaires par excellence, les confessions religieuses qui font ce travail, sans injonction du gouvernement de la République, écoute, les ONG, et que les ONG ne doivent pas être perçus comme, j'avais vu pendant les années, on a perçu les ONG comme étant des adversaires du gouvernement et compagnie, etc. Encore que les ONG fassent le vrai jeu, de se cacher derrière les politiques, en fait, pour arriver à venir la situation déjà précaire. Donc, si on essaye de travailler dans cette perspective où on responsabilise les associations et que Kanyamaka se reste aussi la perspective de pouvoir entraîner ses enfants, les socialiser, les rééduquer pour un temps, pas pour qu'ils restent définitivement là-bas. Et que ces enfants-là, une fois réussi un cycle de formation, on leur donne ce qu'ils ont produit. S'il est maçon, on lui donne le kit complet. S'il est menuisier, on lui donne le kit. S'il est habitant, on lui donne le kit. Il rentre se réinstaller chez lui. Il y a une... Et il devient un élément dynamisant, entraîneur, catalyseur des autres jeunes gens qui l'entraînent parce qu'il est formateur de formateurs. Il y a une vérité qui s'est dit à voix basse, que ces jeunes gens, soit la nouvelle génération, mais veulent de l'argent facile. Elle ne veut pas travailler. Vous pensez que ces gens-là ont besoin du travail ou bien pour eux, l'argent c'est facile, vous brevez, vous traquez une personne, vous arrachez, vous volez. Pour eux, c'est ça la vie. C'est ça, l'habitude crée une seconde nature. Cette facilité est facilitée par l'environnement. Cette facilité par l'environnement. Bien entendu. Donc, tous les raccourcis, même dans tous les services, il faut observer. Chacun veut devenir riche le même jour. Exactement. Et donc, la motivation pour faire le travail n'y est pas. Et donc, franchement, c'est une citation... franchement, et si on ne prend pas conscience de ça, nous avons parlé de la géopolitique internationale, on va nous arracher le pays. Sérieux. Oui, parce que quand vous avez cette génération-là, la moyenne de 15 ans à 20 ans, dans 10 ans, ils auront 30 ans. Et c'est cette génération qui va gérer la République. C'est fini, on est foutu à la merde. C'est fini, ils vont vendre à un prix... si nous ne faisons pas attention, la balkanisation
et proche avec ses... Oui, parce qu'il n'y aura pas d'interlocuteur. Vous voyez quelqu'un comme ça, là, qui, vous l'avez affamé, et vous lui donnez 1000 francs, il dit préso, il oublie tout ce que vous lui avez fait. Tu vois? Et donc, ces types-là, si c'est eux qui doivent choisir le président de la République, si c'est eux qui doivent choisir les premiers le député, là, et alors là, je m'incline. C'est ça, et donc ça sera terrible. Alors, ça sera terrible. Norbert Yamba, c'était un grand plaisir de vous recevoir. On finit par cette question. Nous avions vraiment épuisé les temps impartis. La question électorale, c'est une année électorale. Comment est-ce que vous observez les débuts du processus d'enrôlement? C'est vrai qu'il y a beaucoup de plaintes au niveau de l'opinion de la population, des réclamations à la qualité de la carte, ainsi de suite. Mais vous, comment est-ce que vous entrevoyez cette année électorale? Je voudrais saluer la CNI à travers son président Denis Kadima, qui visiblement est en train de faire un travail de titan, dans une approche très contraignante, rigoriste, de respect du calendrier électoral. Personnellement, je suis aussi spécialiste des questions électorales. Je sais que les élections se préparent le jour où on proclame le résultat. Je sais que les acteurs politiques ont déjà commencé à préparer pas les élections. Préparer les élections suppose mobiliser les gens, construire une dynamique vers l'adhésion des citoyens, se faire représenter dans les coins et recoins de la République, former les gens pour la surveillance électorale, la compréhension de ce qui va se passer, parce qu'il y a tellement d'innovations, de restructurations géographiques de la République. On a besoin de comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants. Il me semble qu'on a connu des hommes politiques essentiellement portant des bandes, des banderoles, des photos, des effigies, aucune offre politique, des moments sociaux. Voilà. Si vous laissez le pays à des gens comme ça, oui, vous laissez le pays à des gens comme ça, oui, tout le monde a envie d'avoir un parti politique. Tout le monde veut devenir député. Il semble que c'est parce que autant de milliers de dollars, etc. La société offre plus dans les secteurs politiques. Les élections, je suis optimiste, il faut quitter le ghetto congolais, en fait, où on est sur des petites choses, avec un petit esprit. Voilà la couleur de la carte. Au lieu d'aller dans le fond, on est dans la couleur de la carte. Vous voyez, on a la photo des monstres. Il faut arrêter de conneries, quoi. Les discussions des caniveaux. On nous a menés tellement loin dans les caniveaux qu'il faut ressortir, il faut sortir des frigos. On n'a pas plus besoin. On a besoin de savoir quelles sont les différentes opérations prévues dans les calendriers électoraux. Quelle est la première opération d'enrôlement? Est-ce que moi, j'ai opinion sur eux? J'ai des gens qui croient en moi? Mais alors je leur dis, venez, enrôlez-vous. Parce que demain, ce sera l'élection des députés. Cette fois-ci, même au niveau des entités territoriales décentralisées. Alors, il faut mobiliser les gens. Il ne faut pas prendre tout le temps à critiquer seulement la photo. Certainement qu'il faut critiquer. Il faut dire que voilà, la photo, etc. On peut améliorer parce que ce sont des machines. C'est pas c'est technique, la technologie. On va améliorer. Parce que ça se fait, ça se fabrique sous commande. Alors maintenant, première opération. Deuxième opération. Et ils savent que maintenant, même au niveau de la chefferie, on va élire. Est-ce qu'ils savent qu'au niveau du secteur, on va élire? Est-ce qu'ils savent qu'au niveau de la commune, on va élire? Est-ce qu'ils savent qu'au niveau de la ville, on va élire? Au niveau de la province? Pas seulement les sénateurs. Cette fois-ci, c'est toutes ces élections. Nationales, provinciales et locales. On doit être rassuré qu'on est représenté au niveau national, on est représenté au niveau provincial, on est représenté au niveau local. Moi, j'ai été candidat en 2018. Dans certains endroits, je n'ai pas vu certains partis politiques qui clament avoir gagné quoi que ce soit. Ils n'étaient pas représentés, il n'y avait pas de surveillants. Mais c'est maintenant ou à jamais de travailler, d'avoir véritablement des personnes représentant à tous les niveaux. C'est maintenant de travailler pour dire au président, etc., de la CNI, pour dire, voilà, nous voulons voir clair. Par exemple, lors des comptages, compagnie, etc., pour que chaque circonscription électorale arrive à afficher les résultats. Et si vous avez des surveillants, ils notent, on prend par exemple la copie du résultat. On va faire la comptabilité à l'échelle nationale et on saura combien chacun a obtenu. Ça, ce n'est pas un effort à faire. Pose la question à ces différents partis politiques
Nous avons 145 territoires. Ils sont représentés à combien de territoires? Nous avons 1450 territoires, 1450 entités territoriales décentralisées. Autant de villes, autant de communes, autant de secteurs, autant de chevaliers. À ce niveau-là, on va élire. Et si vous n'êtes pas représenté, vous avez dit qu'on a touché les élections? C'est tout ça qui pousse au raccourci. Vous l'avez dit, hein? Le raccourci, la facilité. Hein? Et c'est facile de dire qu'on a triché. C'est vrai qu'à un moment donné, nous aussi, on a dit on a triché, ça c'est évident. Mais nous, au moins, on a pris conscience. En 2018, on était représentés. J'ai vu pour la première fois le siège, notre siège électoral IDPS. On m'appelait, j'étais à 2000 km. Monsieur Yamba, aujourd'hui, telle localité, élection présidentielle, combien le numéro, par exemple, de la copie, etc. On envoie. Et avant qu'on ne proclame les résultats, notre siège de la CENI, de la CEP, c'est-à-dire la cellule électorale permanente, avait déjà les résultats dessus. Avec Jacques Chabani, qui est nommé au niveau de la présidence. Oui, je lui dis coucou, meilleurs vœux, Jacques, félicitations pour votre nomination. C'en est fini pour aujourd'hui. Comme je vous disais, 30 millions de dollars destinés aux travaux d'asphaltage de la route Kanangambu-Jimaï, introuvable jusqu'à présent. J'ai recevé pour vous Norbert Yamba. Je pense qu'on doit les recevoir chaque semaine pour parler du développement. C'est tellement très capital. Mais aussi longtemps, il y a un problème très sérieux, le développement, même la souveraineté de notre pays. On tue partout, à l'Est, à Kouamout, ici à Kinshasa, on a essayé de réfléchir sur... Il faut que au niveau, il y a des communes, il y a des Bongoumé, oui, c'est ça également. Agir comme des présidents de républicains. Parce que Périnette, par exemple, ça a au même principe. C'est 1000 km². C'est moins que la commune de Kimbaseke. C'est moins que la commune de Maluku. C'est moins que toutes les communes ici. Voyez. Alors, on va agir comme des présidents de la République dans leur commune. Dans leur commune, parce que maintenant, quand vous avez assuré le même principe, ils n'ont que la pêche. Mais vous trouvez, il y a des bâtiments du président, il y a le gouvernement, il y a les provinces et compagnie, etc. C'est sérieux, et un pays comme Singapour, c'est comme la Gombe, la commune de la Gombe. Donc il faut que les Bourgoumais se sentent des présidents de République. Ils ont un budget, ils ont un programme. Et s'ils ne croient pas à ça, ils entendent que le président de la République vient travailler à leur place, alors ce serait très grave. Et nous attendons d'ici là organiser un grand séminaire. On va faire la ronde de toutes les provinces pour former ceux qui ont été dernièrement nommés, que ce soit les administrateurs, que ce soit les bourgmestres, etc., pour qu'ils soient en mesure de pouvoir prendre leurs responsabilités. Le président attend beaucoup d'eux. Merci beaucoup. Comme je disais, j'ai reçu pour vous Norbert Yamba, un panafricaniste. C'est la première émission de l'année 2023, les premiers numéros des débats pour la nation. C'était pour moi un plaisir et un honneur de réfléchir sur le développement de notre pays. On a touché pratiquement, on a commencé par l'Afrique, cette guerre d'influence, on a descendu jusqu'au niveau de la RDC. Je pense que la deuxième partie, la prochaine émission, ce sera pour la semaine prochaine avec Norbert Yamba. Je suis Grammy Clégon, relais YouTube Peter Tiani, RDC à tous les Africains. Nous avions réfléchi ensemble, nous sommes en République démocratique du Congo, on a réfléchi sur toute l'Afrique en général. Je pense que Norbert Yamba était plus éloquent que ce que je pourrais faire comme résumé. On se retrouve prochainement, même chaîne, Perfect Télévision, YouTube, Peter Tiani, RDC, je suis Grammy Clégon. Je finirai par dire, quand Norbert a parlé de la représentation, il y a également un parti qui fait un effort d'être représenté, les nouvelles élans que je vois des images sur les réseaux sociaux, les nouvelles élans d'Adolphe Muzito, et qui s'est fait représenter partout, il y a des sièges, j'ai vu, j'applaudis, en tout cas que tous les partis politiques, Norbert a cité également l'UDPS qui est représenté, j'aimerais à ce que d'autres partis politiques également, c'est ça aussi, aimer la patrie, aimer les peuples. Je suis Grammy Clégon, comme je disais, que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.